Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 45 de Carter et Piston, un numéro sous le soleil printanier dont voici le sommaire. Nous ferons l'essai de la 0S, un des modèles d'accès à la gamme électrique du constructeur californien. Toujours dans les essais, le plat de résistance sera tenu par la nouvelle Triumph Tiger 1200, annoncée comme l'anti-GS. En a-t-elle les armes? Réponse dans ce numéro. Les Chinois de CF Moto font une percée étonnante qui ne devrait pas s'arrêter, surtout avec cette 800 MT Sport. Le trial, vous le savez, on aime ça. Une fois de plus, on va le mettre à l'honneur avec une belle histoire, celle de JCM. Rénover sa moto ou son ancêtre passe souvent par la case peinture, mais il y a d'autres solutions. Après 2 MotoGP passionnants, le Dr Grimm nous ramènera ses bruits de paddock. Enfin, nous ferons un tour de l'actu. Bonjour, Jean-Yves Riavec, vous me reconnaissez. La nouvelle saison est toute proche. Bien vérifier l'état de vos bécanes avant de redémarrer. Et surtout, un petit check-up de vos assurances pour voir si tout est payé. Toutes vos garanties prévues sont également validées par vos courtiers. Et en attendant, rendez-vous sur notre site monassurancemoto.be. Et gaffe sur la route. Pour cette émission qui sent bon le printemps, on va parler un peu rénovation, on va un peu parler transformation, on va un peu parler artisanat. Je me trouve en fait chez Cuir Concept et plus exactement chez Valérie et Alain que vous connaissez déjà certainement. Bonjour les amis. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci de m'accueillir dans vos nouvelles installations. Moi je ne les avais pas encore vues, Covid oblige, hein, on a tous été un petit peu renfermés, le soleil est là. On respire, ça fait du bien. Votre spécialité, c'est la réfection, la remise à neuf de selles de moto. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. On va parler de plein d'aspects, parce qu'en fait, on peut venir avec sa selle de moto parce qu'on a eu un accident et vous allez faire quelque chose qui est relativement identique à ce que le constructeur a fait à l'origine. Ça, c'est une chose, j'imagine, mais on peut faire bien plus. Oui, on peut vraiment personnaliser, vraiment à la demande, vraiment comme on veut, toutes les selles, autant dans le confort que dans le look. On peut choisir son design, les couleurs, il y a tellement une multitude de choses à faire. D'accord. On fait vraiment tout à la carte. Et si j'ai un problème de confort? Alors là, on s'est arrangé vraiment ça. On va faire une interview de vous, un petit peu en sachant un peu ce qui vous dérange. En fonction de ça, on va essayer de supprimer tous les petits inconvénients qu'il y a quand on roule, les petites douleurs à droite à gauche, pour essayer d'avoir une selle la plus confortable possible. D'accord, en changeant quoi? La mousse par exemple? Nous on travaille avec différentes sortes de mousse, mais non seulement la mousse, on va changer la forme de la selle. Vraiment, parce qu'une personne n'est pas l'autre, un grand n'a pas la même position qu'un petit, les jambes ont beaucoup d'importance aussi, parce qu'on sait que les jambes c'est les premiers amortisseurs sur une moto, donc ça, la position des bras, on va regarder un ensemble de choses pour pouvoir modifier la forme de la selle, pour essayer de l'avoir la plus confortable possible. Bon, moi vous connaissant, je vous ai apporté 2 petits travaux pratiques pour vous mettre à l'épreuve. Il y a ceci qui est en fait une selle d'une moto de trial avec un morceau de cuir qui normalement est le cuir d'origine qu'on m'a donné pour mettre dessus. Il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose avec ça? Ça, c'est la première question. Et ici, on est plutôt dans le vintage, puisque ceci est la selle d'une Triumph Cup de 1958, dont le réservoir est orange et crème.
Et voilà, bon, la selle a un peu vécu, elle est recousue un peu dans tous les sens. Est-ce que là aussi vous allez savoir faire quelque chose? On va le découvrir tout au long de l'émission, on va regarder un petit peu comment vous abordez un travail comme ça, par quoi on commence. Mais pendant qu'on commence à débroussailler un peu le terrain, on va découvrir en fait le premier essai de ce numéro, qui est la Zero S de chez Zero Motorcycle, une firme californienne qui est spécialisée dans la moto électrique. Alors, vous allez découvrir un nouvel essayeur, qui n'est autre que Alex Krasinski, qui travaille avec moi déjà depuis un certain temps. C'est son premier essai, et donc on lui souhaite évidemment la bienvenue et longue vie dans Carter et Piston. Avec le prix de l'énergie qui augmente et les villes qui ferment de plus en plus leurs portes à la mobilité traditionnelle, il faut souvent trouver des alternatives et se réinventer. C'est ce qu'a fait Zero Motorcycle en proposant une large gamme de motos électriques. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir essayer la Zero S. Cette Zero S, en fait, c'est le premier modèle créé par Zero Motorcycle en 2006. Ils ont depuis, bien sûr, revu et corrigé la copie en proposant ici une moto entièrement électrique, équivalente à un 125, avec un design totalement élégant. Malgré que ce modèle soit l'entrée de gamme de chez Zero Motorcycle équivalent à un 125 cm3, il paraît que ça pousse quand même vachement pas mal. C'est ce qu'on va aller voir. La Zero S, c'est la petite bombinette de Zero Motorcycle. Avec ce modèle, le constructeur californien cherche à nous proposer un mix parfait entre plaisir de la moto traditionnelle et concentré de technologie. La moto pèse 185 kg, mais le poids se fait vite oublier grâce à son centre de gravité très bas. Les commandes sont simplifiées, pas de démarreur, il suffit de mettre le contact pour démarrer la moto. La moto est équipée d'un écran TFT 5 pouces et dispose de 3 modes de conduite. Le mode Eco, qui permet de maximiser les performances de la batterie, tout en limitant la vitesse maximale, la puissance et le couple. Le mode Sport, quant à lui, ne dispose d'aucune limitation. Et enfin, le mode Custom, qui vous permet de paramétrer la puissance, le couple et la vitesse. Ce mode Custom est paramétrable via une application. Le confort reste sommaire dans cette gamme de motos, mais la position droite est très appréciable. La transmission par courroie est directe et sans embrayage, d'où l'absence de levier d'embrayage et de sélecteur de vitesse. En ce qui concerne le freinage, la moto est équipée à l'avant d'un étrier flottant 2 pistons de la marque espagnole Gir-Juan et d'un disque de 320 mm, et à l'arrière d'un simple piston et d'un disque de 240 mm. En ce qui concerne les suspensions, à l'avant la moto est équipée d'une fourche télescopique inversée Showa de 41 mm et à l'arrière d'un amortisseur piston Showa de 40 mm, tous deux réglables en précontrainte, compression et détente. Bon et bien voilà, je reviens d'un essai de plus ou moins 2 heures au guidon de cette Zero S et cette moto est tout simplement géniale. Cette moto se pilote comme un scooter, c'est-à-dire qu'il n'y a ni levier d'embrayage ni sélecteur de vitesse, mais pourtant elle a bel et bien le look d'une moto. Et cette moto est tout simplement efficace et bluffante. En termes d'accélération, c'était juste incroyable, surtout avec le mode sport. La première chose qui m'a étonné, c'est effectivement l'absence de bruit. C'est une moto électrique, c'est normal. J'ai pu vraiment ressentir l'environnement dans lequel j'ai roulé. C'était très agréable. Il y avait juste le petit sifflement du moteur, ou ce qu'on peut appeler effectivement un moteur. Maintenant, c'est vrai que pour un usage en ville, c'est peut-être quelque chose qui va me manquer. On aime bien aussi se faire entendre des autres conducteurs. Cette moto est accessible avec le permis A1 et accessible avec le permis B. Elle s'adresse forcément à toute personne débutante. Elle s'adresse à toute personne qui a envie de reprendre la moto. Elle s'adresse aussi à toute personne qui effectivement souhaiterait un véhicule 2 roues motorisé pour pouvoir faire des petits déplacements en ville. En ce qui concerne l'autonomie de la moto, l'autonomie théorique est de plus ou moins 350 km. Maintenant, ici en utilisation
réel, selon les conditions et principalement mixte, on doit tomber aux alentours de 150 km d'autonomie. Pour recharger cette moto, rien de plus simple, il suffit juste de la brancher sur une prise secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un modèle de base, il faut compter plus ou moins 9 heures de temps de charge. Maintenant, Zero Motorcycle propose des options pour pouvoir améliorer ce temps de charge. Le prix de base de cette 0S est de plus ou moins 17 000 €. Maintenant, si on rajoute effectivement les options telles que la charge rapide, on passe directement à 20 500 €, c'est-à-dire qu'il y a 3 500 € de différence. Bon, et bien en tout cas, il me reste encore un peu de temps pour profiter de cette belle journée avant d'aller rendre la moto au garage. Bon, voilà pour cette Zero Motorcycle. On aura l'occasion de faire d'autres essais avec des véhicules électriques de cette marque ou d'autres durant la saison. C'est un des pans du marché motocycliste maintenant, donc il faut évidemment s'y intéresser. Alain, on va revenir sur la selle de cette Triumph. Tu vas commencer par quoi? Bon, je vais commencer par la démonter. Déjà enlever tout ce qui est là depuis très très longtemps. Oui, à mon avis, c'est d'origine, ça. Enfin, en tout cas, c'est pas loin. C'est pas frais. Et bon, et vu la colle et tout, on va nettoyer la carcasse, la démonter, nettoyer la carcasse. Ouais, ok. Ça, c'est le. Puis on va redresser un peu tout cet aluminium qui a pris cher. Hein. Bah écoute, c'est une moto de trial, donc en plus, si c'est moi qui roule avec, elle tombe. Hein. Je vais te donner des cours alors. Écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, parce que j'avais une hein. petite coursière et j'aurais pu mieux faire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Valérie, toi tu as la selle de la moto de trial. Alors je ne vais pas dire que c'est plus simple, parce que moi je crois que chaque travail est plus compliqué. Bon, ça manque un peu de mousse, tu trouves pas? On ne s'assied pas beaucoup sur une moto de trial. T'as vraiment besoin de mousse? Mais de temps en temps, tu vois, les interzones, on aime quand même bien. Oui, oui, on va lui remettre un peu de mousse. Bon, là, on n'a pas besoin de redresser quoi que ce soit, puisqu'on est sur une base en plastique. Donc, voilà, elle a gardé sa forme d'origine. Donc, oui, on va lui mettre un peu de mousse, juste pour dire que on ne part pas dans une selle confort. Non, on est bien d'accord. On est dans du purement par contre, le bout de cuir qu'on m'a donné, d'abord, je ne suis pas sûr que ça en soit. Non, c'est du simili. D'accord. Voilà. Et on va te trouver quelque chose d'un peu plus frais dans la même teinte parce que bon, simili pour simili, voilà, on va trouver quelque chose qui va faire l'affaire. Bon, la selle évidemment c'est un élément de confort très important sur une moto, tout comme le sont aussi les suspensions évidemment. Ce sont les deux éléments qui vont filtrer leurs vêtements, qui vont filtrer sur quoi on roule pour nous donner du confort. Alors, là je viens d'essayer une moto qui a un très bon confort de selle. Je viens d'essayer une moto qui a des suspensions semi-pilotées, donc qui s'adapte évidemment à toutes les circonstances en fonction des réglages que vous lui donnez. Une machine qui se veut la principale concurrente de la reine du bal, qui est la BMW R1250 GS, qui trône le marché du trail pour le moment depuis de nombreuses années. Je crois en fait que cette Triumph en a les armes. En tout cas, je reviens du Portugal où je viens d'essayer cette moto étonnante et très performante.
Premier tour de roue avec cette Tiger 1200. Alors on est dans des chemins mi-secs, mi-boueux, donc c'est un peu piégeux. C'est assez sympa, on va repartir pour un deuxième tour. Les toutes premières impressions sont qu'en fait, on a gagné en maniabilité parce que le centre de gravité de la moto s'est abaissé par rapport au modèle précédent. C'était un peu le reproche qu'on faisait à l'ancienne Tiger. Celle-ci est évidemment totalement neuve. On va repartir pour un tour un peu plus long. On vous en dit plus un peu plus tard. Quand Triumph a présenté sa Tiger 1200, cette nouvelle version, en fait, clairement, la marque s'est positionnée pour attaquer la reine du bal, pour attaquer la BMW GS. Alors en fait, cette 1200, elle a toutes les armes pour y arriver, ou pour au moins arriver, en tout cas, à sa hauteur. On a fait une présentation ici, on est au Portugal pour 2 jours. On a roulé aujourd'hui sur la Rallye Pro et on a fait que de l'off-road. Alors on est au Portugal, normalement il fait sec, et bien pas du tout, il a plu abondamment pendant les quelques jours qui ont précédé cet essai, et du coup, eh bien, en fait, on s'est retrouvé dans des situations un petit peu scabreuses pour des machines qui tournent quand même aux alentours des 240, 250, 260 kg pour la version avec le plus gros réservoir. Eh bien, c'est étonnant parce qu'en fait, ce qu'on pouvait reprocher à la version précédente, qui était une sorte de gravité un peu haut, a disparu. On a retrouvé un équilibre des masses et une moto très joueuse, très amusante sur les pistes. On est évidemment sur un gros trail, c'est pas une moto de trial, c'est pas une moto d'enduro dans laquelle on fait des petits passages, même si le dieu Cervantes, comme vous le voyez pour le moment à l'image, nous a fait une démonstration, mais tout le monde n'a évidemment pas son niveau. Pour le commun des mortels comme nous, en fait, ça suffit largement pour aller se balader sur les pistes et se faire plaisir avec évidemment une moto montée avec des pneus tout-terrain. Alors, en fait, quoi de neuf? On va s'étendre demain un peu plus longuement sur la liste des modifications, des nouvelles choses qui viennent apporter un plus à cette moto. Ce que je voulais juste faire aujourd'hui, c'était en fait me dire, tiens, quelles sont mes impressions de conduite en version off-road. On n'a fait que ça. Alors, la position de conduite est parfaite. Debout, c'est la même chose. La boîte est un véritable régal avec en fait un quick shifter up and down qui fonctionne dès le premier rapport sans un seul à-coup et qui vous donne un confort de conduite. Évidemment, on utilise très peu l'embrayage. On s'est baladé sur les petits chemins comme vous le voyez pour le moment à des vitesses qui étaient déjà pas mal. Et en fait, on roule en 2, en 3, voire même parfois en 4 et le moteur reprend très bas. Le 3 cylindres est évidemment volontaire, il est évidemment souple, mais il est aussi rageur avec ses 150 chevaux. Ce moteur avec la distribution T-pleine allie en fait l'avantage du bicylindre, le côté rageur, rugueux, puissant et la souplesse d'un 4. Le 3 cylindres est peut-être une solution idéale, en tout cas pour la motorisation d'une moto. Donc voilà, on a joué évidemment dans les chemins, on a profité de la suspension semi-active, on a profité du mode off-road qui en fait garde l'ABS à l'avant, l'enlève à l'arrière. On n'est pas passé en off-road pro ni en mode où on peut paramétrer la moto de A à Z. Il y a des paramétrages vraiment à faire en fonction de la manière dont on aime rouler et la façon dont on aime que la moto se comporte, notamment en termes des suspensions. Sur la version de base en off-road, je trouve que la suspension est un peu molle, donc il suffit de la durcir. Tout ça est tout à fait possible. Sur une liste d'options, on reviendra dessus demain parce qu'en fait, elle est longue comme un jour sans pain. En tout cas, ma première impression est une bonne impression parce que on a pris beaucoup de plaisir. Vous savez que c'est mon dénominateur commun, c'est le plaisir que je prends au guidon d'une moto. Ici, en fait, on en a eu pendant toute la journée. On a quand même profité d'une petite éclaircie qui nous a permis de rouler sur une piste de plus en plus sèche. Et ça nous a permis aussi d'arriver un tant soit peu aux limites de la moto. Demain, nous aurons la possibilité d'essayer évidemment les versions GT, GT Pro et GT Pro Explorer, qui sont les versions plus destinées évidemment à la route. On annonce une météo relativement exécrable, pardon. On va peut-être devoir rouler toute la journée en mode rain, mais ça fait partie de la vie de la moto. En tout cas, aujourd'hui, cet essai est concluant. Cette Tiger Rallye Pro et Rallye Pro Explorer tiennent toutes leurs promesses, en tout cas en off-road. Give me in 3 words the best qualities of this bike. Power, torque, speed. In 3 words, easy to ride. Okay. This is the 3 words. It's easy to ride. 3 words. Handling, acceleration, and braking.
Voilà les toutes premières impressions de route. On a quitté la côte ce matin sous une pluie diluvienne. On a donc pu juger des protections offertes par la moto. Dans l'ensemble très bien, sauf un pare-brise peut-être un peu trop petit, même en position haute. Ensuite on est arrivé sur des routes sèches comme vous voyez ici derrière moi. On est arrêté pour des sessions photo et vidéo. Et j'en profite pour donner quelques impressions. Donc la moto est très performante. Le moteur fonctionne vraiment très bien. La boîte est un véritable régal. La moto freine très bien évidemment avec ses étriers Brembo Stylema. Donc jusqu'à présent il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est très amusant. La moto est vive, la moto est joueuse, la moto est agile et je crois que Triumph est en train de marquer des points. La bataille d'Angleterre est commencée, Triumph l'a déclaré, c'est un peu la guerre. C'est un peu la guerre parce qu'en fait, depuis l'annonce de la sortie de cette moto, Triumph brigue clairement la place de numéro 1 dans le segment de trail. Il faut quand même rappeler que le segment des trails est pris d'assaut par la GS depuis pas mal d'années et cette moto est un peu le lièvre après lequel toutes les marques courent. Que ça soit Ducati, que ça soit Triumph, que ça soit Harley-Davidson avec sa récente Panamérica, tous courent après le succès de Dame GS. Il faut bien avouer que ici Triumph s'est donné les moyens d'arriver à ses ambitions. À savoir que la moto est totalement neuve, on est toujours sur un 3 cylindres qui développe 150 chevaux, qui est bourré de bonne volonté et grâce à son allumage type LED, il permet d'avoir une réponse de gaz qui vous donne l'impression de rouler sur un bicylindre et d'avoir la souplesse d'un 4. Assez étonnant. Après ça, le châssis a été également entièrement retravaillé sur cette machine, puisqu'en fait, cette moto pèse 25 kg de moins que la précédente. C'est énorme. Un des principaux griefs de la version précédente était en fait un reproche au niveau du centre de gravité qui était positionné assez haut et qui rendait la moto moins agile, moins maniable. On a vu dès hier, lors de la journée off-road, que cette moto a gagné vraiment en maniabilité. Pour moi, je crois qu'elle est plus maniable que la 900. On est ici avec le 1200 cm3. Alors en fait, j'ai constaté aussi aujourd'hui qu'avec la version route, c'est-à-dire la version ici avec la roue de 19 pouces à l'avant, on est sur une moto qui est joueuse, on est sur une moto qui est faite pour s'amuser. Tout suit. On a une boîte de vitesse avec un quick shifter qui est exemplaire, aussi bien à la montée qu'à la descente. C'est un véritable régal de jouer sur les rapports avec cette moto et d'aller chercher à un moment donné les 7, 8 et 9 000 tours où là on a vraiment une grosse poussée, les 150 chevaux sont bien là. Alors, elle a pratiquement toutes les armes pour se battre contre la GS, avec notamment sur les versions Explorer et les versions Pro, un capteur arrière qui permet de détecter les angles morts. On ne le répétera jamais assez, c'est apparu sur la Ducati V4S dernièrement. C'est un élément de sécurité qu'il faudra un jour adapter à l'ensemble du parc motocycliste, tellement ça rend service et tellement tout le monde sait qu'un jour on s'est fait peur avec un angle mort et une voiture qui était cachée ou un autre véhicule. Alors, la position sur la moto est très confortable. La selle a du rembourrage, elle est réglable, elle est disponible aussi pour les plus petits gabarits. On n'est qu'un grand guidon qui donne une bonne préhension. Un des seuls griefs que je pourrais faire sur cette moto par rapport à la JS, puisque c'est elle qui est visée, c'est la taille du pare-brise. Même en position haute, il manque un peu de largeur, il manque aussi un peu de hauteur. Pour le reste, on a roulé ce matin sous une pluie battante. Je dois avouer qu'on était extrêmement bien protégé. La partie arrière, qui est très inspirée de ce qui se fait du côté allemand, eh bien en fait offre une très bonne protection puisqu'on a très peu de remontée dans le dos du pilote et évidemment dans le dos du passager. Au niveau freinage, on est avec les Brembo Stylema et il faut bien avouer qu'ils offrent toute satisfaction. On est au-dessus du lot en termes de qualité de freinage. La moto a un comportement qui est toujours parfait. Pourquoi? Parce que ces suspensions pilotées font en sorte que
suivant le mode que vous avez choisi, cette moto va s'adapter à votre style de conduite. Que ça soit en mode rain ou en mode sport, on va passer sur une moto très souple et on va passer sur une moto beaucoup plus dure. Alors, j'ai peu de choses à dire sur cette machine parce que d'abord, on a pris beaucoup de plaisir. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser ce terme. On se rend compte qu'on est sur une machine aboutie, bien finie, une machine dont tous les éléments sont bien en place. Finalement, le plus difficile, ça va être quoi? Ça va être de se décider laquelle choisir entre les 5 modèles en partant de la GT jusque la Rally Explorer. La Rally Explorer qui, elle, a un réservoir de 30 litres, tout comme la GT Explorer. On se demande d'ailleurs pourquoi et on sait évidemment quelle est la destination visée pour arriver à de telles contenances de réservoir. Mais laquelle choisir, ça va être un peu à vous de savoir ce que vous allez faire avec cette moto. Est-ce que vous allez faire du trajet quotidien, auquel cas une GT va correspondre tout à fait à une bonne utilisation? Allez-vous emmener cette moto dans le désert ou dans des grands périples dans lesquels vous aurez besoin d'autonomie et vous aurez besoin d'emprunter des chemins non carrossés et d'avoir une moto un peu plus adaptée au tout-terrain? Alors vous irez évidemment vers la Rally ou la Rally Explorer. Donc je suis vraiment emballé par cette moto. On a des coups de cœur de temps en temps, vous le savez. En tout cas, cette machine va, à mon avis, faire un peu de mal à la concurrence, c'est certain, mais elle va surtout faire du bien aux futurs acquéreurs. Je crois que ce sera une des motos de l'année. On a déclaré la guerre chez Triumph, c'est un peu la bataille d'Angleterre qui s'enclenche. On a commencé hier par de l'off-road où on a vraiment pris du plaisir. On a découvert une machine qui est pleine de possibilités. On est sur un gros trail, on est sur une machine de 250 kg. N'allez pas la mettre dans le sable, ça ne sert à rien du tout. Mais sur les chemins qu'on a empruntés, sur les pistes, cette moto est redoutable d'efficacité, tout comme l'est une GS et tout comme l'est aussi par exemple une Panamerica ou une Multistrada. Alors à ce titre, on arrive évidemment dans des domaines d'utilisation que finalement peu de pilotes de ce genre de machine font. Alors elles peuvent le faire, qui peut le plus, peut le moins. Avec une telle machine, vous êtes certain de faire des kilomètres de plaisir, d'efficacité, en toute sécurité, avec vraiment une machine aboutie. Triumph, ils savent faire des motos, ils le prouvent depuis bien longtemps. N'hésitez pas, allez essayer cette nouvelle Tiger 1200. Hot Motorbike Atteux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces 3 marques. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18 h, le samedi jusqu'à 17 h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Voilà donc une Triumph Tiger 1200 qui semble bien armée en tout cas pour venir conquérir le titre de reine des trails. Valérie, au sein de Cuir Concept, donc on rappelle vous êtes vous deux, toi tu fais quoi exactement ? Alors moi je suis arrivée plus tard, hein, donc ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille. Hein, ça fait que 10 ans, bah, Alain il est là depuis 1988 déjà, donc voilà. Et lui il a apporté toute la technique, c'est lui qui m'a appris à travailler, c'est lui qui m'a appris le métier. Et moi je suis arrivée avec un œil un peu plus artistique, avec une envie d'aller un peu plus loin dans
dans la customisation des selles et c'est ça que j'ai apporté. Puis tout l'univers qui va autour dans l'atelier. Et puis souvent, quand vous téléphonez, c'est moi que vous avez au téléphone. Et toi, Alain, tu es vraiment dans le travail de la matière, toi. Mais moi, oui, je vais je suis plus dans l'écoute du client, de ses desiderata, parce qu'avec l'expérience, je vais dire, de la moto que j'ai, je le mets un peu au service du client. C'est-à-dire que je vais l'analyse de la position de la personne, je vais l'adapter à la forme du mousse que je vais faire. Et moi, je vais plus aller vers là, avec les différentes densités de mousse suivant la personne. Ouais. Mais tu es aussi capable de reconstruire un fond de selle s'il faut. Ah oui, on part de rien. Hein. Ici, on a une selle, on m'a amené une base qu'un préparateur avait faite, une base métallique. Bon, on fait la forme en fonction de ce qu'on veut, quoi. Donc, ça veut dire que vous avez une clientèle qui est quoi, orientée Ford Custom ? On a les deux. On a une grosse clientèle typée voyage avec des selles confort. D'accord. En fait, c'est 50-50. Et on a une grosse clientèle Harley aussi qui, elle, va plus aller vers un design plus particulier, une customisation personnalisée, les matières. Je vais dire, on s'est développé beaucoup plus, je vais dire, autant dans les matières que dans le design. C'est plus artistique, je vais dire. Et au niveau ancêtre, vieille moto, vous avez des choses comme ça aussi? On en a une d'ailleurs là-bas, on pourrait la prendre tout à l'heure. On va partir d'une carcasse nue aussi et on essaye de les refaire vraiment comme à l'identique. Dans le respect de l'identique. Dans le respect de l'identique, oui. Ben, c'est très important parce que vous qui travaillez dans le fond de vos garages et qui remettez à neuf ou qui essayez de remettre à neuf des motos que vous avez rachetées, des motos qui vous rappellent vos 20 ans, il y a souvent beaucoup de travail. La selle en fait partie parce qu'en général, ça souffre beaucoup par l'abandon dans les garages, le cuir ou le similis craquel, les coutures lâches. Donc vous avez évidemment beaucoup de travail. Mais il y a une autre partie, une autre case du travail d'une remise à neuf d'une moto, c'est la peinture. Et moi, je trouve qu'une moto doit garder sa peinture d'origine tant que c'est possible. Hein. Si c'est des cloques de rouille partout ou un réservoir défoncé, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut repasser vraiment par la case carrosserie. Mais garder une peinture d'origine, moi, je trouve ça très important. Je suis assez d'accord. Hein. C'est la patine, c'est ça qui fait le... C'est comme le vieux cuir, ça donne un cachet à une moto qu'on ne sait pas retrouver quand on fait tout à neuf. Ouais. Alors par contre, il y a des techniques qu'on sait employer soi-même, hein, un bon compound ou commencer à essayer d'avoir le meilleur aspect possible de sa vieille peinture. Mais il y a des techniques nouvelles qui sont applicables sur d'anciennes peintures et qui redonnent pratiquement à la peinture son lustre de showroom quand on l'a acheté il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Je vous propose de découvrir un petit artisan qui remet à neuf les carrosseries, en tout cas dans la mesure du possible. On va découvrir Michael, on part dans le Namurois. Le hasard fait parfois bien les choses. Au fil des rencontres, j'ai croisé Michael, qui est en fait un artisan. Vous savez qu'on parle d'artisanat dans cette émission, on en parle depuis le début d'ailleurs, chez Cuir Concept, et je l'ai croisé parce qu'il était en train de remettre à neuf une peinture sur une voiture, sur une Porsche, celle qui est derrière moi. Ça m'a intéressé et je me suis dit, tiens, on pourrait évidemment transposer cette technique sur la moto. Alors en fait, rénover une vieille moto, restaurer une vieille moto, c'est un travail de longue haleine et qui réclame beaucoup de compétences. Ça réclame des compétences mécaniques, évidemment, ça réclame des compétences de soudeur, ça réclame des compétences de sellier, ça réclame des compétences de carrossier. Et évidemment, peu de personnes réunissent toutes ces qualités. On a donc souvent besoin de faire appel à des spécialistes. Alors, la case peinture est une case importante dans la rénovation d'un véhicule ancien et moi, je ne suis pas très partisan des nouvelles peintures parce qu'en fait, on dénature un peu l'objet premier, même si on essaye de restaurer à l'identique. Je trouve qu'il est bien d'essayer de garder la peinture d'origine et de lui rendre tout son éclat. C'est là que Michael intervient avec des techniques qu'il va nous expliquer lui-même, que moi je ne maîtrise pas. Et on va découvrir ce qu'on peut faire avec une ancienne moto pour lui rendre pratiquement l'éclat de sa jeunesse, en tout cas du jour où elle est sortie du showroom. Bon, bonjour Michael. Bonjour Thierry. Michael, comme je l'ai dit précédemment, le hasard des rencontres a fait que j'ai découvert ton travail. Je me suis dit qu'on pouvait l'appliquer à la moto parce que tu fais principalement de la voiture. Oui.
Pratiquement, essentiellement, je fais tout ce qui touche aux éléments carrosserie, donc les motos également. Oui, d'accord. Voilà, il n'y a pas d'exception. Ok. Alors en fait, ton travail, ça consiste en quoi? Le travail à proprement parler, il consiste en la rénovation, je veux dire, du vernis. Et pas de la peinture, on ne peint pas, donc on restaure le vernis pratiquement à l'état d'origine. D'accord. En tenant compte naturellement de l'épaisseur du vernis et du travail qu'on peut effectuer dessus. Certains travaux ne sont pas effectuables en fonction justement de la qualité. Donc une des premières choses à faire est de mesurer, je crois que c'est le bon mot, l'épaisseur. Oui. Qui reste sur la carrosserie. Dans un premier lieu, on mesure l'épaisseur justement afin de savoir combien de fois elle a déjà été travaillée par rapport à l'épaisseur. Son taux d'usure en fait. Son taux d'usure ou le taux de peinture, parce qu'elle a peut-être été repeinte. Donc dans ces cas-là, il y a plus d'épaisseur que sur d'autres. On ne connaît pas toujours l'historique des véhicules. On ne connaît pas l'historique. Oui, bien sûr. Alors en fait, étape par étape, comment est-ce qu'on procède? En fait, premièrement, il faut nettoyer. Oui. Ça, c'est inévitable. Il faut également décontaminer. Ça permet de travailler de manière beaucoup plus propre par la suite et ça permet de vraiment voir les défauts qui se trouvent dessus. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un petit peu de rouille, mais qui était masqué justement par de la contamination. L'avantage de nos procédés, c'est de maintenir le cachet en fait, du véhicule. Oui, c'est ça. C'est ce qui est important. Par exemple, ce réservoir a des taches de rouille. S'il était allé en carrosserie, il aurait eu une peinture dessus, mais il n'aurait plus de vécu. Oui, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Et garder cette patine de vie d'un véhicule, que ce soit une auto ou une moto, moi je trouve ça ici vachement important. Et donc, on va voir un peu les étapes. On voit à l'image un petit peu les travaux que tu as déjà fait sur ce réservoir. On va un peu changer l'angle de la caméra parce qu'en fait, tu as travaillé sur un demi-réservoir. J'ai fait un demi pour pouvoir faire un avant-après. Voilà. Alors, on va découvrir ça en venant voir d'un peu plus près. Voilà. Ici, comme on en a discuté, ça c'est la partie qui a été traitée. Donc, tu vois une nette différence entre l'après et l'avant. Sur celui-ci, on voit pas mal de micro-rayures. On voit une différence de teinte tout simplement parce que le vernis s'est oxydé avec le temps. Malgré le décontaminant, on ne peut pas récupérer ça dans tous les cas. J'ai travaillé avec un polish assez abrasif, mais avec un mousse assez tendre, justement pour ne pas brûler la matière et également pour ne pas abîmer les autocollants. Ici, il s'agit d'une restauration sans remplacement des autocollants. Dans le cas d'un remplacement, là on peut attaquer plus profondément et au niveau des rayures profondes notamment, on peut les poncer et ensuite les réégaliser. Voilà, donc dans un premier temps, ça a déjà été décontaminé, donc la surface est déjà propre. Je te l'ai dit, on va travailler avec un pad assez tendre, donc c'est un pad médium. Donc il coupe mais n'abîme pas, je veux dire, il ne va pas brûler le support, surtout qu'il est alvéolé, donc il n'y a pas beaucoup d'appui dessus. Au niveau du polish, je prends un polish qui, contrairement à lui, est très abrasif, mais ne fait pas de déchets et risque très peu de brûler la couche. Voilà, donc maintenant l'étape du cut est terminée, donc c'est l'étape de rectification assez stricte. Je vais passer simplement le réservoir à l'alcool isopropylique pour retirer tous les résidus du polish préexistant. Voilà, maintenant la première étape est effectuée, je vais passer avec un polish plus fin. Pour régulariser les inégalités restantes encore éventuellement et donner encore plus d'éclat. Pour ça, je prends un mousse qui est encore plus tendre. Il est vraiment très doux ici. C'est vraiment une caresse au niveau de la carrosserie. On va y aller beaucoup moins fort au niveau des tours minutes. C'est simplement pour avoir une très belle finition. Voilà, Michael, on a fait toutes les étapes qu'on va dire de polissage, vulgairement, enfin dans mon langage à moi, d'accord, avec différents grains, différentes densités de matière, pour arriver au brillant le plus complet possible. Et maintenant, on a l'étape ultime, c'est la pose de la céramique. Alors, c'est quoi en fait comme produit? Mais je vais vulgariser comme toi. Oui. En fait, c'est simplement en quelque sorte une vitrification du vernis. On ne dit pas qu'il n'y aura jamais une micro-rayure, si, il y en aura, mais le vernis ne le prendra pas. Ça va protéger et ça va renforcer les couleurs, parce qu'il y a un effet loupe en fait. Ça va donner une profondeur. Oui, surtout sur du noir. Voilà. Et l'application se fait avec quoi? L'application se fait au pas d'applicateur. D'accord. En passe croisée. Donc passe croisée, pourquoi? Pour être certain que ce soit uniforme et qu'on soit bien passé... dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. Voilà. La pose céramique est terminée. Donc j'ai effectué un revêtement en 2 poses successives, ça donne un rendu nettement meilleur, il est pas mal. Maintenant la dernière étape c'est le séchage sous UV. Si vous désirez d'autres informations ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos informations en bas de l'écran.
Bon, vous voyez, la restauration, ça reste quand même une affaire de spécialiste, même s'il y a beaucoup de choses qu'on aime faire soi-même, parce que restaurer son véhicule reste un véritable bonheur et une véritable passion. Mais il y a des choses qu'il faut laisser à des spécialistes, pardon. Et ceci en est une, comme la sellerie qu'on a vu dans le reste de l'émission. Avouez comme moi qu'il n'y a pas photo. Un résultat comme ça doit être fait par des professionnels. Voilà, donc rien de tel que pour garder une bonne patine sur vos véhicules anciens et en leur redonnant tout leur lustre d'antan. Valérie, Alain, combien de temps il faut en moyenne pour faire une selle? Oh, ça peut varier de 2 heures à 2 jours. Ça dépend vraiment de ce qu'on nous demande de faire. Il y a vraiment des très très gros boulots sur certaines motos où il y a tout à recouvrir, même les valises, et là ça prend plusieurs jours. Dans une selle basique, je veux dire, comme ta selle de trial, ça va pas prendre des heures, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Par contre, une selle comme celle-ci, là, c'est autre chose, là. Là, on commence le matin, on termine au soir, quoi. Ah oui, oui. C'est quand même qu'une journée de travail. Moi, je voyais ça déjà beaucoup plus long, quoi. Mais ça dépend s'il y a un gros travail de mousse ou pas. Maintenant, on s'arrange en général pour terminer un travail. Ça dépend de l'expérience aussi. Aussi de l'expérience. Ça dépend de l'expérience. On va beaucoup plus vite avec le temps que. Oui, tout à fait. Ouais. Et sur une selle comme ceci, toi, Valérie, tu as amené quoi? Tu as amené un peu de graphisme, tu as amené un peu de. Oui, je crois que celle-là, c'est moi. Je pense que c'est une que j'ai faite. On oublie parfois qui a fait quoi. Oui, parce que vous en faites beaucoup quand même. Oui, quand même. Ouais. Oui, effectivement, c'est moi qui ai dessiné le motif sur celle-là, oui. Tiens, je vois le revêtement de cette selle. En fait, les 2 selles que je vous ai amenées sont des selles pour des motos qui roulent en off-road, en tout terrain. Ici, on est sur une moto de route. Vous faites une différence quand même en termes de matière? Oui. En fait, tout ce qui est pour les tout-terrains, en général, il faut mettre du simili parce que c'est facile d'entretien. Un coup d'éponge, c'est propre. Ça peut être mouillé, ça résiste à un peu tout. Maintenant... Mais ça peut être mouillé aussi, ça. Ah oui, ça peut être mouillé. De toute façon, il y a toujours une membrane plastique en dessous. Les coutures sont hydrofugées et tout, donc ça, il n'y a pas de problème. Et celle-là, en plus, c'est de l'Alcantara. C'est de l'Alcantara spécialement fait pour la moto. D'accord. Les bateaux, donc, qui ne va pas changer de couleur et qui peut rester au soleil. Qui peut rester au soleil, à la pluie. Donc ça, il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant, on fait beaucoup de selles en cuir aussi, parce que le cuir, c'est un peu plus classieux et, comment je vais dire, c'est un cachet. Ouais, il y a une patine et un cachet que le simili n'aura jamais. Oui, forcément. Ça reste du plastique, du simili, hein, donc. Ça, par rapport aux intempéries au soleil, on a tous des blousons en cuir, tous des chaussures. Si on l'entretient convenablement... C'est juste la même chose, en fait. Voilà, Corbin fait des selles en cuir depuis 50 ans. Les selles existent encore, quoi. Ouais. Le cuir apporte une patine qu'on n'aura jamais sur le simili. Oui, la différence fondamentale est là. C'est qu'une selle en cuir va se patiner comme on va patiner un vieux blouson, on va patiner une vieille paire de chaussures. Et c'est souvent ça que le client qui a choisi l'option cuir va rechercher. C'est pour avoir... Oui, cet aspect vieilli. Voilà, tout à fait. Absolument. Ça, avec le simili, ça n'est pas possible. Oui. Je t'avais remis en main tout à l'heure la selle d'une moto de trial. Alors en fait, cette moto de trial n'est pas n'importe laquelle des motos de trial, c'est une JCM. On en a déjà un peu parlé dans l'émission. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, JCM, Joël Corroy Moto. On va aller rencontrer le créateur de cette marque dans son magasin à Vesoul, dont il a fait une partie musée qu'il faut absolument découvrir.
Cette JCM 240 a déjà une longue histoire qui a commencé aux mains expertes de Bernard Cordonnier, avec laquelle il s'est aligné en championnat de Belgique dans les années 80. J'ai racheté cette moto à Marcel Wertz, qui était l'importateur Bultaco à l'époque du côté de Timister Clermont, et elle m'a accompagné durant toute ma vie en traînant de garage en garage et de cave en cave. Il y a 4 ans, je me suis dit, je la remets à neuf. J'ai tout démonté, enfin pratiquement tout démonté. J'ai donc préparé cette moto du mieux que je pouvais et en octobre 2018, je me suis inscrit à mon premier trial, le trial de Saint-Rémy, le trial des 2 ruisseaux. J'ai fait 2 zones, ensuite j'ai cassé la chaîne, j'ai réparé la moto et je l'ai vendue. Et de pérégrination en pérégrination, finalement, cette moto est revenue un peu à la maison et les soins ne sont pas terminés. Il s'avère maintenant, en fait, que le joint de Villebrequin a lâché, ce qui fait que toute l'huile de boîte repasse dans le moteur et c'est un peu compliqué. Ça dépasse peut-être un peu mes compétences. Et donc, je me suis dit que plutôt que d'essayer de chipoter, comme on dit chez nous, et de m'arracher les cheveux pour essayer de faire ça au mieux, mais peut-être pas bien, je vais embarquer cette moto dans une camionnette, je vais la ramener dans sa terre natale, je vous emmène à Vesoul, chez Joël Corroy, JCM Moto. À peine déposée, la moto est montée sur l'établi et c'est Robert Courvoisier, l'inoxydable mécanicien qui est là depuis 42 ans, qui connaît les JCM par cœur, qui s'occupe directement d'ouvrir le cœur de la moto. Pièce par pièce, elle me l'a rangée sur un établi, vous me mettez un pont au milieu du pièce, vous me fermez la lumière, je la monte au boulon près. Voilà, tellement je les connais. Voilà, et puis ça fait 42 ans que je suis ici, à 1370, au service de Joël Corroy. Outre évidemment son atelier et la concession moto qui est une des plus grandes de l'Est de la France, Trail 70, comme on dit là-bas, abrite aussi un musée qui contient une centaine de motos, musée plutôt destiné à l'off-road, au tout-terrain et aux passions de Joël Corroy, qui va nous faire une joie de nous présenter et de le visiter ensemble. Joël Corroy, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce musée qui est une véritable légende. Même outre-frontière chez nous en Belgique, tu es vachement connu. Ce musée a déjà été visité par pas mal de Belges, je crois. Ah oui, évidemment, oui, c'est un musée. Alors c'est un musée qui est assez particulier puisqu'il ne traite que du tout-terrain. Là, c'est un musée qui est exclusivement donc réservé au trial, au cross, à l'enduro, à toutes les disciplines du tout-terrain. On a même du speedway, on a une moto sur glace, on a une Suzuki d'usine ex-Gaston Raillet, avec laquelle il a participé au Paris-Dakar plusieurs fois. Ouais. Donc voilà. Donc moi j'ai voulu transmettre ma passion du tout-terrain, du trial. J'ai fait du cross. Je faisais tous les débuts de saison, dans les débuts des années 70, tous les débuts de saison en Belgique. Dans la boue. Dans la boue ou dans le sable. On n'était pas spécialiste vraiment du sable. Et puis, alors ici, en fait, on a des motos. On est entre quelle époque et quelle époque? Alors, on s'est forcément arrêté à une certaine époque. Donc, moi, j'ai choisi ce que j'ai connu et un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on commence en trial, par exemple, juste après-guerre. On a une Matchless de 1946, des motos des années 50, des gros monos anglais des années 50. Là, on a une collection de Greaves. Ça a été un peu la révolution quand le 2 temps. Le 2 temps est arrivé avec les fameux moteurs Villiers. Voilà. Il y avait Greaves et d'autres marques. Hein. Il y avait James. Voilà, donc. C'est impressionnant. Il y a combien de motos ici en tout? Il y a 100 motos ici. 100 motos. Voilà. Particularité, une FN de trial. Ça, c'est extrêmement rare. Qui vient de chez vous. À mon avis, il y en a eu 22 fabriqués, c'est tout. Et là, j'en ai une. Voilà. Ça, c'est une pièce très rare. On est en 1956, modèle M22, qui était un modèle qui a été décliné effectivement pour la route. Et notamment, les machines anglaises étaient toutes dérivées des machines de route. C'était des monos qui étaient dérivés des machines de route. Là, on a une BSA Goldstar 350. BSA
La Goldstar était déclinée en 350 et en 500, mais avec le même cadre et la même base moteur. Il y avait une moto de trial, une moto de cross, une moto de route, de tourisme, et une moto sportive, une Clubman, voilà, comme disaient les Anglais. On a un magnifique exemple avec la Triumph Cup. La Triumph Cup qui était déclinée sous toutes formes différentes. Les pilotes étaient moins spécialistes. Oui. On était trialiste l'hiver, on était crossman l'été, souvent. Oui, bien sûr. Et souvent avec la même moto, on changeait la position des repose-pieds, les rapports de boîte à vitesse. Avec le musée, je vis dans un autre temps, forcément. Et ce musée rappelle vraiment ces époques bénies. Ces belles années, quoi. Belles années, pourquoi? Parce qu'on découvrait, c'était les débuts du motocross, du trial. Les premiers trials en Belgique, c'est juste après-guerre, je crois. Joël, ici, on est dans une partie un peu plus cross, en fait. Alors là, c'est la partie motocross. Alors derrière nous, il y a les motos anglaises, notamment les gros monos, Matchless, BSA, un sidecar cross Norton. C'est un Norton celui-là. C'est un Norton, Norton Commando. Là, des griffes anglaises. Avec des motos assez rares, parce que bon, voilà une Peugeot ici. Alors, Peugeot, oui, Peugeot n'a jamais fait de moto de cross. Moi, j'ai débuté sur une Peugeot. On est dans la région de Peugeot ici, dans l'est de la France, et il y avait une catégorie 175 en motocross où 95% des pilotes roulaient avec des Peugeot qui étaient préparés. Une CZ de 64. C'est avec ce modèle-là que Joël Robert a été champion du monde en 64 à 20 ans. Voilà quand même une collection de machines incroyables. On va voir un peu la partie trial. Allez, on y va. Là, on est dans une partie pure trial. Oui, là. Et on a devant nous, en fait, une SWM qui était la moto avec laquelle Gilles Burguet a été champion du monde. Voilà, Gilles a été le premier champion du monde français en 81 sur la SWM. C'est sa moto, voilà, c'est une vraie moto d'usine. Extérieurement, elle est très standard, elle ressemble au modèle standard. L'intérieur du moteur est énormément travaillé. Alors ici, il y a des choses qui sont relativement rares. Je vais pointer une ou deux motos. Je pointe cette Italjet. Alors un 350 4 temps. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non. C'est l'époque où Eddie le Jeune était champion du monde sur la Honda 4 temps aussi, donc ils ont fait une tentative. Maintenant, il n'y avait pas le développement de la Honda, bien entendu, ils n'ont jamais eu de grand pilote. Alors moi, je me rebaigne un peu quand je vois tout ça. Ça, je vois, bon, quand j'étais gamin, c'était le rêve absolu, évidemment. Que j'ai jamais eu. C'était la moto pour fils de trialistes riches. Voilà. Oui, à l'époque, ça c'était quand même incroyable. Il y a des motos fantastiques ici. Il faut vraiment que vous veniez jeter un coup d'œil. Il faut venir à Vesoul, il faut venir dire bonjour à Joël et vous venez faire un tour en fait dans ce musée. Prenez le temps parce qu'il y a une fiche devant chaque moto. Alors ça prend du temps, voilà. Ça prend du temps. Voilà. C'est destiné à des spécialistes. Il y a l'histoire de chaque moto, tout est expliqué. Alors il y a des pièces rares. Il y a la première Bultaco Trial de 65, avec laquelle Sammy Miller a démarré. Il y a la première Ossa. On ne voit jamais des premières Ossa. Les premières Montesa avec le gros frein. Le gros frein tambour à l'avant. Bon, ça c'est l'histoire du trial en général. Alors ça, toi, tu as une histoire quand même assez exceptionnelle. Toi, parce que tu as fait ta moto. Alors, on a fabriqué ici à Vesoul les motos JCM qui portent mes initiales, Joël Corroy Moto. Tu vas aller me faire découvrir ça? Oui, bien sûr. Bien. Là, on est dans la partie JCM, donc Joël Corroy Moto. Tu as donc eu l'idée de se dire, je vais faire ma moto. Voilà, alors... Je voulais faire mon proto, ma moto. C'est ça, qui est là d'ailleurs, on la détaillera tout à l'heure. J'étais destiné à travailler chez Peugeot, puisque je suis originaire du pays de Montbéliard. J'ai fait des études de mécanique, et ce côté mécanique m'a toujours passionné. J'ai été pilote professionnel de motocross pendant 8 ans. J'ai fait les championnats du monde, j'ai couru pour Maïko. Et en 75, j'ai arrêté, je me suis mis un peu par hasard à mon compte dans le commerce moto. J'ai commencé par vendre des motos espagnoles Ossa, un peu par hasard. Bon, je ne savais pas si ça marcherait. Et en fait, donc, 47 ans après, je suis toujours là, donc ça n'a pas trop mal marché. J'avais commencé le trial en étant gamin, puisque j'étais au lycée avec Charles Coutard. D'accord. Donc je me suis mis à mon compte en 75, et à cette époque-là, j'ai voulu rouler en enduro.
mais bon, le magasin était ouvert, l'enduro, il fallait partir 3 jours avant et tout, j'ai pas pu faire. Donc je me suis remis au trial à 26 ans, j'ai débuté le trial. D'accord. Voilà. On est créé fin des années 70. Fin des années 70. Parallèlement au magasin, j'avais créé une petite société qui s'appelait CMP, Coroa Mécanique Précision, avec laquelle on faisait des tas d'améliorations sur les motos de trial, de cross, enduro. À l'époque, les motos étaient standards, il y avait beaucoup à faire dessus pour les modifier, pour les préparer. Et à force de faire toutes ces préparations, un jour je me dis, ben tiens, pourquoi pas me faire ma moto à moi, pour rouler, voilà. C'était un projet purement personnel. C'était un projet personnel. En 1981, je descends au Salon de Milan et je rencontre un monsieur Trivelli qui dirigeait une petite entreprise qui s'appelait TO. Je discute avec lui, il me dit bah, moteur de trial, on n'a pas, mais si ça vous intéresse, nous ça nous intéresse d'en développer un, on vous donne des bases de moteurs de cross. Donc je fais le premier proto avec un moteur de cross et sur ce proto qui est ici, ça a été la première moto de trial au monde avec un mono-amortisseur progressif. Absolument. Personne ne l'avait fait avant. Ouais. Elle a tourné le 1er mars 83. J'ai été essayé avec un copain qui disait c'est extraordinaire ce truc-là. Ça passe, c'est incroyable. Une marge d'1 mètre à passer avec une Bultaco, on passait tout de suite 1,50 m avec une JCM. On a dit là, on a trouvé un truc. Toi, tu viens avec une libellule en fait. Alors, avec une moto un peu plus légère que les autres, mais surtout cette suspension arrière progressive qui amène tout. Forcément... qui a amené tous les autres à suivre. Tout le monde a suivi. Ouais. Yamaha est arrivé en 84. Et tous les constructeurs, à partir de 86, avaient un mono-amortisseur. Est-ce que ça a fait l'objet d'un brevet, ça? Alors, non, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas breveter, moi, voilà. Oui, oui. Plutôt que de la faire avec des biellettes. Alors je rappelle ce que c'est qu'une suspension progressive. C'est une suspension qui est très souple pour les premiers débattements, donc pour les petits chocs, qui donnent de l'adhérence, c'est ce qu'on cherche en trial, et qui se durcit quand on passe un gros choc, c'est-à-dire que quand on va passer une grosse marche, on ne va pas talonner. Et quand t'es venu l'idée alors de dire, écoute, je vais en fabriquer pour les autres, t'as eu des demandes en fait. J'ai fait un premier proto, j'ai fait un deuxième proto qui faisait 10 kg de moins. Donc j'ai fait ce deuxième proto, un troisième proto, et puis la presse a voulu l'essayer. Charles Coutard est venu essayer, il y a des bons pilotes qui ont essayé, ils ont dit attendez, le truc là est fantastique. Et les gens m'ont dit oui, on voudrait en acheter. Mais je dis attendez, j'ai jamais prévu moi de vendre des motos, d'en fabriquer. Et puis de fil en aiguille, il y a des gens qui ont dit allez, on fait une petite société, on est parti avec un petit capital, on a décidé, et puis voilà. Et fin 83, on a vendu nos premières motos, nos premières JCM. D'accord. Voilà. Une des premières avait été vendue à Joël Renard en Belgique. J'ai appris une chose. Quand on se lève le matin avec la meilleure idée du monde, si on n'a pas les moyens de réaliser, il faut vite aller se recoucher. Voilà. C'est schématisé, mais en fait c'est ça. Non, mais tu as raison. Ouais. Et en fait, on avait vraiment des idées et tout, qui étaient reconnues. Hein. La moto marchait bien, les clients voulaient, la moto était performante, elle était fiable. Le problème, c'est qu'on était des gros artisans et les gens étaient prêts à acheter cette nouvelle moto qui était assez révolutionnaire pour l'époque, à condition qu'elle marche aussi bien que les autres et qu'elle ne coûte pas plus cher. Or, à l'époque, les concurrents, c'était des marques comme Fantic qui faisaient 20 000 motos de trial par an. Et nous, la meilleure année 85, on a fait 450 motos. Et on devait être au même prix. Donc forcément, même en faisant des économies de bout de chandelle, en ayant une petite structure, en faisant attention à tout, en trouvant des moyens de fabrication peu onéreux, des moules qui étaient faits à l'économie et tout, on arrivait à faire quand même des belles motos avec des tout petits moyens. On n'arrivait pas à franchir le seuil de rentabilité. Ouais. Alors quand je dis qu'on a fait 450 motos en 85, en fait on a eu 2000 bons de commande et on n'a même pas servi un client sur 4. Oui, finalement vous avez été un peu dépassé par le succès. On a été dépassé par le succès. Donc on a cherché, on a compris tout de suite qu'il fallait qu'on trouve un partenaire industriel ou financier qui nous appuie. On a eu toutes sortes de gens qui sont venus. En Haute-Saône, le président du conseil général qui s'appelait Christian Bergelin, qui est décédé maintenant, qui était ministre des Sports à l'époque de Chirac, ministre des Sports, et il m'avait dit, si tu trouves un partenaire industriel, Jeunesse et Sport débloquera une enveloppe d'1 million de francs. À l'époque, c'était un gros truc. C'était de l'argent, oui. Donc il y a des chasseurs de primes qui avaient les oreilles qui traînaient, qui sont venus, des gens qui étaient fantasques, qui étaient pas dans le coup et tout, donc on s'est fait mener un peu en bateau. Et le jour où j'ai trouvé l'industriel qui paraissait de bonne foi, et avec qui j'ai signé, je me suis fait rouler dans la farine.
Alors, il a demandé à ce qu'il y ait un dépôt de bilan de l'ancienne société JCM, il a tout racheté pour un franc symbolique, c'est-à-dire un savoir-faire, un réseau de concessionnaires, un réseau à l'export, un service course qui marchait bien, un service pieds détachés qui était bien établi, tout ça pour un franc. Ça vaut le coup, plus 1 million de francs de Bergelin, plus l'argent que j'ai remis dans la création de la nouvelle société. Et j'ai donné en même temps la marque déposée JCM. Et là, je me suis mis à nu. Mais à l'époque, j'étais tellement content de trouver quelqu'un qui me paraissait fiable pour donner une continuité. Alors bon, l'aventure a démarré en 83 pour finalement s'arrêter. Alors, on a fait l'association fin 86. Et dans la période-là, on a quand même fabriqué ici 1000 motos. Alors, on a continué à innover. Ça, c'est le chiffre total de motos de fabriquées ici à Vesoul. Et je me félicite d'une chose, c'est que, bon, maintenant, c'est des collectionneurs qui achètent et tout, et on a toujours dépanné, jusqu'à maintenant, tous les clients qui veulent restaurer une JCM. Écoute, la preuve en est, puisque moi, je suis venu avec la numéro 104, qui traîne dans mon garage depuis une vingtaine d'années, que j'ai remis à neuf, qui à un moment donné, bon, j'étais un peu hors de mes compétences mécaniques, je t'ai appelé, et là je viens de revenir avec la moto, et Robert, qui est le plus vieux mécanicien qui travaillait à JCM, qui était chez JCM, qui les connaît par cœur, il m'a dit tu peux en mettre une dans le noir, toutes les pièces comme ça, je la remonte. Je la remonte, mais je crois, et je lui fais confiance, je crois qu'il peut. Et donc Robert vient de travailler quelques heures sur ma moto, il en a remis une couche, et je crois que la moto est prête maintenant à rouler. Il a dit tiens, ça c'est pas bon, ça tu l'as mis à l'envers, ah merde alors. Et donc voilà, et la preuve en est, c'est que je t'ai commandé des pignons il y a 2 ou 3 mois d'ici, tu m'as dit écoute j'en ai plus mais je t'en fais tourner un. Et donc tu mets effectivement un point d'honneur à ce que les gens qui t'ont fait confiance à l'époque et qui t'ont acheté une moto continuent à avoir du plaisir, soit souvent de les restaurer les mêmes, ou mais de bon, voler. il y a le côté aussi un peu fierté de faire continuer ce que j'ai créé. Voilà. Bien sûr. Vous avez fait des coups d'éclat quand même. Bon, allez, la Tour Eiffel. Ah, ça c'est encore autre chose. C'était quand même extraordinaire comme coup de pub, ça. Monter la Tour Eiffel avec une moto. Alors, qui a eu cette idée en fait? Voilà, en bas, j'ai ma première Peugeot de trial qu'on avait fabriquée et tout, avec laquelle j'ai gagné mon premier trial à Montbéliard, voilà. Et je m'entraînais avec Charles Coutard. Et notre truc, c'était de monter des escaliers. D'ailleurs, il y avait une zone célèbre au trial de Montbéliard. À l'époque, à Montbéliard, il y avait un trial qui faisait 110 km de tour. Un tour, 110 km. Extraordinaire, hein. Tous les meilleurs pilotes du monde sont venus rouler à l'époque. Et il y avait une zone où c'était des escaliers. Et notre truc, c'était de monter les escaliers. Et donc, j'avais quoi, 15 ans, 16 ans. Et mon père nous emmène à Paris pour la première fois et on découvre forcément la Tour Eiffel. Et là, je dis, ah, des escaliers, il y en a là. Là, il y a du grain à moudre. Et puis, bon, c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis, un jour, avec la JCM, je dis, bah tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, et dans la petite société qu'on avait fait, on avait un copain, Patrick Ménet, qui était à l'époque rédacteur en chef de l'agence France Presse, qui avait ses entrées partout à Paris, et je lui soumets le truc. Il me dit, attends, je vais appeler et tout, et il me dit, c'est arrangé. Les gens, ils sont d'accord. Un certain jour, on va bloquer un escalier, enfin un des piliers, un des 4 piliers de la Tour Eiffel, on va monter et redescendre après, voilà, bon. J'avais à l'époque 2 bons pilotes à la JCM, puisque j'avais Joël Desquin, qui était champion de France indoor, et puis donc toujours Charles Coutard. Et donc on dit, bah, allez, on va se lancer dans le truc et tout. Hein. Et puis à l'époque, il y avait 3 magazines en France, il y avait Moto Verte qui démarrait, il y avait Moto Journal et Moto Revue. Et on prévient tout le monde, dont Michel Dawans, qui était Moto Journal, qui était journaliste belge. Et on prévient tout le monde et on dit, les gars, écoute, on va essayer de faire le truc. Si ça marche, vous faites un article. Si ça marche pas, vous faites les canards, comme on dit. Vous ne dites rien et puis voilà, on va passer pour des couillons mais on ne sait pas si ça va marcher. Bon. Et on arrive, alors, on termine les motos, je crois que c'est un mercredi, on termine les motos le mardi soir ici à Vesoul. À minuit, on les charge dans le camion, on roule à Paris, on dort 2 heures dans le camion, le matin on se réveille, il y a des camions qui arrivent, des camions de télé, des trucs et tout. Et en fait, notre copain de l'agence France Presse avait prévenu toutes les agences de presse du monde en disant, demain, une moto de fabrication française va monter les 2 premiers étages de la Tour Eiffel. On ne le savait pas. Ça fait nez au mur. Et là, alors, on n'avait pas dormi la nuit. On nous demande de faire une conférence de presse, on loue au dernier moment la salle Gustave Eiffel, 220 journalistes, 10 chaînes de télé, chaîne américaine, Athens Credible, l'incroyable Mevray de l'époque et tout. On dit là, on est mort, si on se loupe, on est mort, on est ridiculisé dans le monde entier. Comme ça, quoi. Voilà. Alors, et en fait, ça a marché. Et, alors, c'était compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on pensait. On a des photos où on voit Charles. Et j'ai retrouvé
sur YouTube une vidéo. Des images. J'ai une vidéo avec Charles qui monte. Voilà, voilà, on voit ça. Alors, un truc de fou, les journalistes, il y avait même des journalistes qui avaient payé le gars qui monte. Il y avait des ascenseurs qui montaient, qui suivaient. Et un journaliste était monté sur le toit d'un ascenseur pour filmer la progression de la montée. Imagine ça maintenant, quoi. Ah oui, enfin, les gars étaient accrochés dans les poteaux, filmés partout, enfin voilà. Et ça a marché. Et le plus difficile, c'était la descente plutôt que la montée. C'est vrai? Oui, c'est très compliqué parce que ça avait du mal à virer. En montée, on faisait des pivots, ce qu'on appelle pivots. On mettait la roue avant sur le grillage. Et en descente, on ne pouvait pas faire ça, hein, donc c'était un peu plus compliqué. Mais enfin, ils ont réussi. Et Desquin avait mis un seul pied pour faire les 742 marches de montée de la Tour Eiffel. C'est beau quand même. Oui, c'était bien. Mais un souvenir extraordinaire. Alors, pour la petite histoire, on a voulu leur faire pour les 30 ans. Mais la société d'exploitation de la Tour Eiffel dépend de la mairie de Paris. Plus écolo dans le monde, on ne peut pas trouver, et on n'a pas pu le refaire pour les 30 ans. Merci Hidalgo. Mais l'année prochaine, je ne citerai pas de nom, tu l'as dit avant moi, l'année prochaine 40 ans, je referai une tentative, sait-on jamais. Ben oui, ce serait bien quand même. Le plaisir de remettre en état des objets qui souvent étaient destinés à la casse. Hein, dans les motos du musée, on a des trucs, quand on voit les photos du début, on dit c'est pas possible qu'on arrive à ça. Et toutes les motos qu'on a restaurées sont exactement dans leur configuration du premier jour d'origine, quand elles sont sorties d'usine. Et l'autre chose qui me fait vraiment plaisir, c'est de pouvoir partager avec des gens comme vous. J'ai tellement de gens qui viennent au musée et qui me disent « Oh, j'ai revu ma première moto ». J'ai même des gens qui pleuraient. Ah ouais, je peux imaginer. Voilà. Et ça me fend le cœur. Je suis vraiment heureux de ça. Et je dis là, j'ai gagné un truc. J'ai fait plaisir à des gens à travers ma passion. Et ça n'a pas de prix. Mais on peut dire une chose, c'est que sur ta vie, ta carrière, ta passion, et ce que tu as fait ici, et ce que tu continues à faire, tu as gagné quelque chose, Joël. Je ne suis pas riche. Les gens passionnés ne sont jamais riches. Mais là, bien. Voilà. Mais je prends, avec les années qui passent, je prends de plus en plus conscience que j'ai une vie bénie. En tout cas, bon, voilà, on est ici devant quelque chose d'exceptionnel. Merci Joël, merci pour cette visite, merci d'avoir partagé ta passion, d'avoir partagé ton histoire. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'atelier pour voir si Robert a terminé la JCM, pour pouvoir la ramener en pleine forme en Belgique. J'ai bien mis le petit pion, voilà. J'ai usiné un petit peu le joint. Bon, donc pour toi, elle est en ordre maintenant? Nickel. Et bien voilà, il est vraiment temps maintenant de rentrer sur la Belgique, d'avoir embarqué cette JCM, de faire les derniers petits réglages et on pourra bientôt l'essayer, mais ça c'est pour plus tard. Ce reportage était peut-être un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. Aller rendre visite à Joël et visiter son magnifique musée. Voilà donc un endroit à découvrir absolument de par la richesse des motos qui y sont exposées, mais aussi par la gentillesse de Joël Corroy qui se fera un plaisir de vous accueillir, de vous guider. Et je mentionne aussi que cette entrée est gratuite, donc profitez-en quand vous passez dans le coin. Bon les amis, on en est où avec les selles? Il y avait quelque chose à faire? Oh non. Fait et fini. Oui, mais bon, voilà, c'est pas le plus compliqué. Hein, ben donc, non, mais voilà, bon, c'est du rudimentaire. Hein, on est sur une moto de trial, mais oui, voilà, c'est terminé. Ouais. Ceci dit, c'est top. Bon, ok, merci. Quel bon travail. Et toi, de ton côté, tu as travaillé un petit peu quand même? Ben écoute, l'allure est dressée, le mousse est terminé, donc on va attaquer la housse. Bon, cette moto en fait est une vieille moto, j'ai pas voulu la repeindre, on en a déjà un peu parlé. Elle a deux couleurs, le dessus est orange et le dessous est
crème ivoire. La ligne de cuir qui joue le dessus et les flancs de la selle là, sont plus ou moins de cette couleur-là. Tu penses quoi, toi, ivoire ou orange? Moi, j'irais vers l'ivoire. Hein. C'est quand même beaucoup plus, je veux dire, old-timer que l'orange. Hein. Okay. On va reprendre la même matière et on va refaire un liseré crème. Hein. Ce sera très bien. Allez, super, ok, on va partir là-dessus. Pendant que nos amis continuent, eh bien, on va aller faire un petit tour du côté de la Chine, en tout cas du côté des constructeurs chinois, avec CF Moto, qui arrive avec une 800 cm3, qui arrive dans le segment du trail. On va découvrir la MT Sport, qui est une moto pleine de surprises à un prix d'attaque. Les marques chinoises envahissent peu à peu le paysage de la production moto. Si les machines produites il y a quelques années souffraient d'une réputation plutôt mauvaise, la Chine s'achète une conduite suite au sérieux de la fabrication des machines actuelles et aux nombreux partenariats conclus avec de grandes marques européennes, soit en termes de développement ou en termes de production contrôlée. C'est le cas par exemple de CF Moto, de Vogue et autres zones tests qui briguent de très honorables résultats de vente sur le marché belge. J'ai déjà eu l'occasion de tester la CF Moto 700 CLX dans le numéro 39 de septembre dernier. C'est maintenant au tour de la CF Moto 800 Sport de se dévoiler à nous. Cela fait un moment que CF Moto et KTM ont fait un rapprochement, qu'il soit en termes de marketing ou de développement. Voici la CF Moto 800 Sport, qui est en fait la première émanation de ce partenariat avec le moteur de la 790. Alors ce moteur, on le connaît pour son côté sportif, son côté volontaire, qu'on retrouve évidemment sur cette moto. Alors on va commencer par le début, parce qu'en fait c'est une moto qu'on connaît mal. En termes de finition, on n'a pas grand chose à reprocher parce que tout est parfaitement assemblé, tout est parfaitement à sa place, les passages de câbles, les assemblages de carrosserie, les matériaux employés, la manière dont la moto est agencée, tout ça est parfaitement dans la norme actuelle. Alors une fois au guidon, on est sur une moto qui n'est pas trop haute et qui permet d'avoir bien les jambes par terre, même avec des gabarits plus petits que le mien, et avec une selle qui offre un très très bon confort, aussi bien pour le pilote que pour le passager, qui lui disposera de plus de très belles poignées de maintien de part et d'autre de la selle. Grand guidon large qui donne une bonne préhension, une bonne maniabilité de la moto. Alors cette moto dispose d'un pare-brise réglable, dispose d'un écran TFT de très grande dimension, avec en fait toutes les fonctions qu'on peut attendre sur une moto de ce calibre et sur une moto de 2022. Alors en fait on a plusieurs modes de fonctionnement en termes d'aide à la conduite. On a un mode rain, un mode sport, il y a un ABS sur l'angle. Cette moto a une connectivité Bluetooth, une connectivité aussi GPS, ce qui permet évidemment d'appréhender la route dans le meilleur confort possible. Alors en termes de comportement, les suspensions, elles, sont entièrement réglables. Je n'ai touché à rien sur cette moto qui est toute neuve, on est encore en plein rodage, mais il faut bien avouer que d'abord, le châssis réagit de façon parfaite, pas de louvoiement, la moto est bien réglée comme ça d'origine. On pourra évidemment l'adapter selon son style de conduite, selon ses besoins. À l'avant, on dispose d'une prise 12 volts, d'une double prise USB. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette moto. D'origine, vous avez le prééquipement pour les valises latérales et le porte-bagages. Pour 1 millier d'euros supplémentaires, vous aurez la bagagerie et le top case, ce qui veut dire que là, vous êtes paré évidemment pour abattre des bornes. Alors, pour moi, on est autour de la puissance idéale, c'est-à-dire on est à 95 chevaux, exactement la même puissance que délivre le 790 de chez KTM, c'est le même moteur. Et avec cette puissance, on n'est jamais débordé, mais on est sur quelque chose qui a du caractère. Avec quand même une propension à être souple, on est à 30 km/h en troisième, on ouvre, ça repart. Bon, si on descend trop bas, effectivement, ça cogne, c'est un bicylindre KTM, il a du caractère. Par contre, une fois qu'on arrive à 4000,5, 5000, 5000,5, là, le moteur se transforme pour devenir rageur et connaître évidemment les envolées qu'on connaît sur la gamme KTM, qu'on retrouve exactement sur la CF Moto. Alors qu'en penser? Eh bien écoutez, en fait,
pour 10 999 €, on n'est absolument pas volé sur la marchandise. Je crois qu'une telle qualité de conception, de fabrication et d'assemblage ne peut que bien vieillir. On est sur une base moteur saine, on est avec un freinage avec double étrier radio Jianghuan à l'avant qui ont fait leur preuve aussi en compétition. Donc que reste-t-il aux grandes? Je n'en sais rien. En tout cas, cette CF Moto, c'est vraiment une belle surprise. On va découvrir dans quelques semaines la version Touring, qui elle serait équipée de jantes à rayons et de quelques options supplémentaires, dont par exemple un quick shifter. Il n'est pas disponible sur cette moto. Ceci dit, sincèrement, la boîte ne souffre d'aucun reproche. Ça passe, comme on dit, comme dans du beurre. Donc voilà, cette moto va être disponible très vite en concession. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Vous serez agréablement surpris en fait de la qualité générale d'assemblage de ces machines, de leur look, parce que moi je lui trouve une face avant agressive. On est sur quelque chose qui me fait moi un peu penser à l'Africa Twin, avec ce côté un tout petit peu ramassé de l'avant, avec un éclairage full LED évidemment, avec des clignoteur à rappel automatique. Sincèrement, voilà une moto que je trouve extrêmement bien foutue et qui roule extrêmement bien. Donc CF Moto, on va parler d'eux dans les prochaines années, j'en suis persuadé. Bon, voilà une très étonnante et très performante CF Moto 800 MT Sport. Profitez d'aller essayer cette moto, vous allez être surpris de l'efficacité et du niveau de finition. On va aller jeter un petit coup d'œil pour voir où en sont nos amis avec la réalisation de ces selles. Alain, t'en es où? Les pièces sont découpées, on va se mettre à coudre. D'accord, donc ce que tu tiens en main, ça va devenir le liseré en fait. Ça c'est le liseré crème comme on avait décidé. Donc c'est plié en deux alors ce truc-là? Oui, c'est plié en deux, c'est plié comme ça et cousu sur les morceaux. D'accord, ok. Voilà, on va faire ça, puis on va ajuster et on va tout coudre. Bon, ok, ça va. Bah, écoute, c'est parti. Pendant qu'il continue, Alain, et qu'il va terminer la selle de la Triomphe, on va partir avec le Dr Grimm qui va nous parler des MotoGP, 2 MotoGP depuis la dernière émission. On va donc partir dans les bruits de paddock, cette séquence animée par le Dr Grimm qui, je crois, ce mois-ci a un invité. Après, nous ferons un petit tour de l'actu. Bonjour et bienvenue sur Carter et Piston dans la nouvelle séquence Bruit de paddock que j'anime aujourd'hui avec notre ami Arnaud de Kimp. Alors Arnaud est un ami de longue date
pilote en mondial d'endurance. Et donc, ça me fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui. On est presque voisins et j'avais envie de le prendre avec moi pour un petit peu discuter d'un événement majeur cette année, à savoir que on va avoir les fameuses 24 heures de Liège, les 24 heures de Spa qui vont faire partie du championnat du monde d'endurance et tu y seras si je ne dis pas de bêtises. Oui, on fait les 24 heures du Mans et les 24 heures de Spa. Pour moi, ça sera les plus beaux 24 heures. Bah alors, tu n'es pas un pilote spécialement médiatisé, d'ailleurs tu fais rien pour. Rien du tout. Mais ça fait combien d'années que tu participes à ce championnat? Le mondial d'endurance, ça fait depuis 2017. Ok, ouais, ça fait un bail quand même. Hein. Et au niveau du team, quelque chose à annoncer ou Non, pour les 24 heures du Mans, c'est toujours avec le même team français de l'année passée. Ouais. Pour les 24 heures de Spa, là, ça doit se concrétiser d'ici une semaine ou deux. Ok, donc une annonce... Avec un team français aussi. Ouais. Ouais. Enfin, il faut dire, les teams français, c'est 60 ou 70% de la grille. Il y a que ça. Enfin, quoi que cette année, j'espère que les Belges feront un effort et qu'il y aura plus de teams belges, même si, voilà, il va falloir trouver les moyens et aussi les pilotes, parce qu'il n'y en a pas tellement que ça. Donc, écoute, je te propose on va se focaliser sur les GP et plus particulièrement sur ce qui s'est passé au Qatar et en Indonésie, à Mandalika. Ça va. Bon, ben, on va commencer par le Moto 3, catégorie, quand même si peu de gens regardent, malheureusement, c'est quand même une catégorie qui est vraiment super intéressante. Il y a vraiment toujours, ça reste un vivier de talent. La preuve, c'est que l'année passée, Darin Binder, qui était en Moto 3, est arrivé directement en Moto GP. Ça veut dire que c'est vraiment dans cette catégorie qu'on va chercher vraiment la crème de la crème, les futurs pilotes Moto 2 et les futurs pilotes Moto GP. Alors, le grand favori, d'après moi, c'est Denis Foggia. D'après toi? Tata, il fait quand même une belle remontée quand on voit qu'il a gagné la Red Bull Rookies Cup l'année passée. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, effectivement. Ouais, Carlos Tata, il fait partie des espoirs, c'est une évidence. Moi, j'ai toujours un coup de cœur pour Denis Zanchu, le Turc, le frère de celui qui a gagné un GP à Valencia il y a 2 ans ou 3. Et c'est un chouette petit quête et il se bat toujours. C'est vraiment un pilote que j'aime beaucoup. Est-ce que tu vois qui c'est? C'est un qui a toujours le couteau entre les dents et il ne lâchera jamais l'affaire. Ouais. En plus, il est dans une équipe qui est vraiment bonne puisque c'est Aki Ajo, donc KTM. Et donc, il a le bon matériel et il a clairement les moyens c'est un des meilleurs teams qu'il y a sur le plateau. Oui, absolument, clairement. Bon, au-delà de ça, oui, il y a Suzuki, il y a quelques Japonais. Alors, ça fait du bien de voir un peu quelques Japonais qui s'en sortent. Bon, c'est Denis Foggia qui est en tête du championnat avec le jeune Guevara, Izan Guevara qui le suit de près. Carlos Tata est 3e, Sergio Garcia 4e et Denis Zanchu est 5e. Bon, comme chaque année, c'est un championnat où c'est extrêmement difficile de détacher quelqu'un. Il peut se passer tellement de choses en Moto 3. Sur les derniers tours, en Moto 3, on peut passer du 1er au 10e. Et donc, ça va être comme ça pour le championnat aussi. Et ça va nous réserver quelques belles bagarres. Bon, la course Moto 2 à Mandalika a été très, très disputée. On a pris beaucoup de plaisir. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est en Asie du Sud-Est. C'est le retour des GP en Asie du Sud-Est et plus particulièrement en Indonésie. Alors c'est un pays que je connais bien et la quantité de fans de MotoGP est complètement folle. Et donc il y avait une ambiance assez incroyable, d'autant plus que c'est un Thaïlandais qui a gagné, c'est Somkiat Chantra. C'est aussi une victoire historique puisque c'est le premier pilote thaï à gagner un GP et devant son public entre guillemets puisque la Thaïlande fait aussi évidemment partie de l'Asie du Sud-Est. Alors Vietti pour moi est le favori, d'ailleurs ça se précise au niveau du championnat. Après il y a Aaron Canet, à pas oublier, il fait un beau début de saison. Ouais. C'est clair que Canet, lui, il est régulier, il est tout le temps dans le top 3 et il va clairement faire un beau championnat. Maintenant, est-ce qu'il a la régularité d'aller chercher le championnat? Je me pose la question parce que ça fait quand même quelques années qu'il est là. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'il a quand même il est monté d'un cran. Il a l'air beaucoup plus serein sur les courses. Clairement. Alors, sinon, que dire? À part que le grand espoir, et c'est celui, c'est déjà une superstar pour certains, et je dois avouer que je suis déjà fan aussi, c'est Pedro Acosta, qui vient directement du Moto 3, qui a été champion du monde l'année passée, et qui est, on peut le dire, aux avant-postes, quoi qu'il arrive. Ouais, mais moi j'attendrais plus la tournée européenne pour vraiment voir ce qu'il vaut. Maintenant, lui, il découvre la catégorie, donc ça veut dire que là, au classement, il est 9e cette fois-ci, mais pendant le GP, il a pris une pénalité, il a dû faire un long lap penalty, et donc il est reparti 15e. Alors,
On se rappelle de cette fameuse course l'année passée où il est parti dernier, il est parti de la pit lane et il a gagné en Moto 3. Et en fait, c'est un gars, j'ai envie de dire, qui a un petit peu le profil Rossi, à savoir que ses qualifs sont toujours pourris, ou presque, enfin si on peut dire pourris, mais par contre en course, il est toujours au rendez-vous. Et quand on se fait un long lap penalty et qu'en plus on termine dans le top 10 en découvrant la catégorie après 2 GP, on peut dire que de manière évidente, il sera là au championnat et on espère que ça va durer. Est-ce que toi, tu as encore un pilote qui te parle dans cette catégorie? Non, pour moi, Acosta, c'est celui qui va jouer vraiment la tête. Ouais, ça ne m'étonne pas, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Vietti risque d'être le champion du monde parce qu'il montre des aptitudes cette année, c'est quand même... Et il est en tête du championnat du monde, pas pour rien, et il l'est bien, donc je pense que ça va rester comme ça. Et Canet, peut-être jouer toujours dans le top 5. S'il arrive à être régulier sur la longueur. Ouais, d'office. Bon, on va parler un petit peu MotoGP. Je pense qu'on passe à l'étape suivante. Alors en MotoGP, très très beau GP. C'était un GP, même s'il a été mené, on va dire du début à la fin, par Miguel Oliveira, qui a fait une course fantastique, comme il sait en faire, parce que c'est un peu sa spécialité. Quand il est dans son jour, c'est son jour, il part devant, il reste devant et il est inatteignable, ce qui a été le cas ce week-end. En Indonésie. Bon, maintenant, c'était une course sous la pluie. Ça, c'est évidemment quelque chose de très particulier. Alors, certains s'en sortent beaucoup mieux. On a vu pendant les essais et pendant la course, enfin, moins pendant la course, mais surtout pendant les essais, on a vu pas mal de problèmes de pneus. Énormément de perte de l'avant, perte de l'arrière, gaz coupé. Donc, il y a vraiment un problème avec les Michelin sur certains châssis. Disons qu'il y a même des pilotes qui ont été furieux et qui ont déclaré que Michelin avait détruit leur course, détruit leur week-end, à savoir que Paul Espargaro était vraiment furieux. Et c'est vrai que en tant que spécialiste, quand on regarde les essais ou la course, enfin pas la course parce que ça c'était sur pneus pluie, c'était différent, mais j'ai regardé tous les essais et la quantité de glisse, on voyait très bien qu'ils ne pouvaient pas prendre l'angle maximal, les coudes au sol étaient rares, on voyait vraiment qu'il y avait un problème de grip. Il y avait énormément de problèmes plein. Donc j'ai envie de dire que la pluie a redistribué les cartes pour la course et ça nous a donné une course plutôt disputée dans le milieu de peloton, mais quand même fort intéressante. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est le Français Quartararo. Qui revient aux avant-postes. Qui revient, qui fait deuxième, qui déclare qu'une deuxième place, pour lui, c'est presque une victoire. Parce que je te rappelle que la moto, il y a pas longtemps encore, il déclarait qu'il n'aimait pas sa moto, comme tous les pilotes Yamaha. Au Qatar. Au Qatar, ils étaient à la ramasse. Et donc, ça fait du bien de revoir Quartararo, mais ce qui me fait aussi super plaisir de revoir, c'est l'autre Français, Zarco, qui fait une toute belle course, qui reste un pilote très doué sur la pluie, et très doué tout court d'ailleurs. Et qui est bon dans toutes les conditions. Oui, exactement. C'est un pilote que j'aime beaucoup. Je trouve ça dommage, et je lui souhaite vraiment une victoire. Il la mérite tellement. Il a déjà fait tellement des résultats fantastiques. Zarco a vraiment fait une course géniale. Alors Jack Miller a fait une course vraiment de haut régime. Il est resté vraiment en tête. Bon, à la fin, il s'est fait dépasser. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres pilotes? Le seul truc que je trouve dommage, c'est Francesco Bagnaia qui n'a pas su rentrer dedans, qui n'était pas à l'aise dès le début. Ouais. Mais ça, en fait, même depuis les essais hivernaux, Bagnaia se déclare pas tout à fait à l'aise sur la Ducati 2022. Bon, il faut quand même considérer que la personne qui est en tête du championnat du monde, c'est Enea Bastianini, qui roule sur une GP21 qui, elle, est en fin de développement et est développée. Ça veut dire que lui roule avec un package qui n'est pas en mouvement, alors que tous les pilotes en 2022, eux, continuent à devoir faire des essais, tester, des mises au point, améliorer le package et essayer de sortir les marrons du feu. Et apparemment, c'est un peu plus compliqué que les autres années. Et les Suzuki aussi, qu'on attendait un peu mieux. Ouais. Mais je pense que les Suzuki auraient été mieux s'ils avaient fait sec, parce qu'elles étaient beaucoup mieux sur le sec. Mais c'est vrai que le package Suzuki est devenu quand même nettement meilleur et plus performant. Moi, j'ai souligné aussi une performance assez incroyable de Darryn Binder. Qui là, sous la pluie, a été solide du début à la fin. Ouais, il faut se rappeler que ce type fait sa deuxième course en MotoGP et qu'il est issu tout droit du Moto 3. Donc il est passé d'une moto de 70-80 chevaux à 270. Donc il a pris tout d'un coup 200 chevaux dans sa moto. Et le type est sous la pluie et il arrive à rentrer dans le top 10 et se qualifier comme meilleur rookie. Donc tous ceux qui ont assassiné Binder avant le début de la saison vont devoir réfléchir à leurs propos.
Et moi, j'ai trouvé vraiment sa prestation de haut vol. La grosse surprise, mauvaise surprise du week-end, ça a été Marquez. Il a poussé, il a essayé, malgré tous les problèmes de pneus, il n'a jamais lâché. Non, c'est égal à lui-même, il lâche rien, mais il s'en est quand même collé 3 ou 4 ce week-end. 4, je pense. Ouais, et la dernière est juste... c'est fou. Ouais, il s'est pris un volume, on l'a vu voler. C'était inquiétant. Il faut se dire que ce type roule avec un risque de diplopie, donc de nouveau louché. Et il dit, n'importe quel crash ou gros choc sur ma tête, je peux me retrouver à loucher et devoir m'arrêter, peut-être pour des années. Donc, en fait, je suis inquiet pour ce pilote parce que je me dis que rouler avec autant de pression, vouloir être tellement performant avec une moto qui a été adaptée, qui va mieux aux autres, mais moins à lui, il pousse, il déclare qu'il va pousser, mais bon, voilà, Marquez... Mais il n'y arrive pas. Voilà. Mais si, pousser, il y arrive. Le problème, c'est qu'il dépasse les limites et qu'il finit par s'envoler, quoi. Ouais, il doit arrêter de rouler à 110% tout le temps. Ouais. Bon, ben, c'est sa nature parfois, je suis inquiet. Parfois, je me dis que ce type est capable de terminer sa carrière sur blessure j'ai mal pour lui, j'ai envie de dire. Comme beaucoup d'anciens champions. Ouais. Je me dis qu'à ce niveau-là, se retrouver blessé comme ça et s'envoler 3-4 fois par week-end, ça doit être vraiment compliqué. Bon, au niveau YAM, ben, il y avait Morbidelli. Morbidelli a fait un très beau week-end, ça faisait du bien aussi, parce que ça veut dire que vraiment toutes les Yamaha étaient dans le coup. L'Aprilia, donc Alex Espargaro, qui fait quand même un très beau GP. Quand on voit Vinales, l'air de rien... Il n'y arrive toujours pas. Non. Il n'y arrive toujours pas. Non. Bon, maintenant aussi, il est en phase d'adaptation. Voilà, maintenant, le cas Vinales reste le cas Vinales, on ne sait jamais. Après, voilà, l'Aprilia, il n'y a que Alex Espargaro qui arrive à la faire fonctionner depuis le début. Ouais. Oui, c'est regrettable qu'en fait, ils n'aient pas 4 pilotes. Il faudrait un deuxième team satellite pour aider à développer. Oui, c'est évident. C'est vraiment ça qui leur manque pour faire une moto vraiment au top. Bon, ben voilà, je crois qu'on a un peu tout dit. Voilà, bravo à Miguel Oliveira de toute façon. Enfin, le podium était superbe. Alors, ce que moi j'ai souligné quand même, parce que je connais bien l'Indonésie, c'est quelle ambiance il y avait sur ce circuit. Il y a eu des chants, il y a eu des incantations contre la pluie, il y a eu le président, il y a eu de la musique. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et il y avait vraiment une implication nationale dans ce GP, et j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment formidable, et ça me réjouit que de nouveaux GP, de nouveaux circuits arrivent, et qu'on arrive à mettre autant d'ambiance. Voilà, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a fini, à moins que tu aies encore un petit mot pour finaliser tout ça. J'espère que ce sera la même ambiance aux 24 heures de Spa, oui. Cette année. Je pense que ce le sera. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette séquence vous plaît. J'espère que vous aurez des suggestions. Vous pouvez nous les envoyer directement via l'adresse email de l'émission. Je vais essayer d'inviter un pilote belge différent à chaque émission. Et donc, voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis au mois prochain et gaffe sur la piste. Au moment où nous essayons la CF Moto 800 Sport, la KTM 790 Duke fait un retour en force sur les routes, apportant de toutes nouvelles couleurs et un nouvel élan au secteur des machines naked de moyenne cylindrée. Dès sa création en 2017, la KTM 790 Duke a pris d'assaut les marchés mondiaux de la moto en se vendant à plus de 29 000 unités. La KTM 790 Duke 2022 est la continuité de l'histoire avec la plateforme bicylindre parallèle LC8C de chez KTM. Elle sera réintroduite sur le marché, l'Europe recevant la version en 95 chevaux permettant la configuration A2, le reste du monde recevra la version Full Power de 105 chevaux. Les prix débuteront à 8 999 € pour l'Europe et les motos arriveront chez les distributeurs à partir de juin 2022. En ce qui concerne l'électronique, la KTM 790 Duke dispose de l'équipement suivant: contrôle de traction en courbe, ABS en courbe, 3 modes de conduite standard pour modifier rapidement la sensibilité du moteur, écran couleur TFT de 5 pouces
éclairage LED. À découvrir sur le site de chez KTM. Chez Rieju s'occupe des jeunes. Les modèles MRT élèvent la catégorie 50 cm3 à un tout autre niveau. Les modèles Rieju MRT 50 sont propulsés par la plus récente évolution du moteur Minarelli AM6 2 temps à refroidissement liquide. La partie cycle est tout simplement somptueuse. Le moteur 2 temps à refroidissement liquide de dernière génération est doté d'un cylindre à traitement spécial et d'un silencieux en aluminium pour en extraire le maximum de puissance et de couple. La MRT 50 2022 est disponible de suite en noir à 3 599 €, la version Pro à partir de 4 199 € dès le mois d'avril. On n'aurait même pas osé rêver d'une telle machine quand on avait 16 ans. Yamaha organise 3 journées de circuits réservées aux pilotes de la marque. L'été s'annonce excitant sur les circuits des Pays-Bas et de Belgique. Yamaha Benelux a annoncé une série de journées spéciales sur circuit. Au cours de ces journées, les pilotes Yamaha sont invités à s'immerger totalement dans l'univers sportif de la marque. Sur les circuits d'Assen, de Mété et de Spa-Francorchamps, Yamaha organisera 3 journées complètes de circuit, incluant le déjeuner ou le dîner, pour les pilotes de tout niveau. Le premier track day de chez Yamaha aura lieu sur le circuit d'Assen le 20 mai. Le 26 mai, le rendez-vous est donné au circuit Jules Tachny de Mété. Et enfin, le 30 juin et 1er juillet, ce sera le circuit de Spa-Francorchamps qui accueillera l'équipe de chez Yamaha. Comme Yamaha fêtera à cette occasion son 67e anniversaire, il y aura un chouette barbecue le soir du 30. Inscription à partir de 160 €, lunch offert. Rendez-vous sur le site qui s'inscrit ici. Toujours chez Yamaha, on annonce le retour de la célèbre TY, mais cette fois en électrique. Pas de prix encore connu, ni de délai, ni de disponibilité. Cette moto, en tout cas, participera au championnat du monde de trial 2022. On espère bien vite voir et essayer cette superbe machine. Toujours plus de permis délivrés en Belgique. Le 2 roues motorisé à la cote, la bonne santé affichée par ce marché au cours des dernières années est complétée par un nombre record de permis A, A1, A2 délivrés en 2021 dans notre pays. Selon les statistiques du SPF Mobilité et Transport, 30 526 permis de conduire donnant l'accès à l'usage d'un 2 roues motorisé ont été attribués l'année dernière. Il s'agit d'une progression de 47%, ce qui n'est pas rien. Comme quoi, beaucoup ont compris tous les avantages de la mobilité sur 2 roues avec des engins faciles, maniables et surtout consommant très peu, ce qui, en ces temps de hausse de prix des carburants, n'est vraiment pas négligeable. Bon, eh bien, on va découvrir bientôt le travail de nos artistes. Pendant qu'Alain est en train de terminer la selle de la Triomphe, on va un peu discuter, Valérie. Hormis le fait de ton activité, évidemment, dans l'entreprise Cuir Concept, comme tu l'as décrit tout à l'heure, tu as mis une autre corde à ton arc qui est en fait ta passion de toujours, le dessin. Oui, voilà. Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique et donc c'était mes études et donc voilà. J'ai toujours fait en parallèle. Le logo de Cuir Concept, c'est moi. Les affiches vintage, les t-shirts, tout ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire. Et je l'ai fait pour d'autres aussi. Et donc, de fil en aiguille, ce boulot, entre guillemets, a pris une place que je n'attendais pas. D'accord. Et donc, donc tu t'es lancé dans une sorte de société graphique qui est au service des gens. Donc tu peux faire quoi, des logos, des sites internet, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui est esthétique et graphique. Voilà. D'accord. Conception de site également. Oui. D'accord, ok. Parfait, c'est bien ça, parce que même si je trouve que les sites internet ont peut-être un peu moins d'importance avec les autres canaux de communication qui existent, comme Facebook par exemple, on communique peut-être plus facilement via Facebook parce que les informations sont immédiates, un site ça reste important. Ça reste important, c'est important que ça soit, facile d'utilisation pour le visiteur de la page, que ça soit esthétique, et moi ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est que ça soit esthétique. Et aussi, ça c'est peut-être un petit peu mon petit plus, c'est qu'en fait je fais des sites qui sont clés sur porte,
et où j'apprends à la personne à se servir du logiciel qui permet de faire ce site. Ouais. Et donc, en fait, quand j'ai terminé mon travail, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas... Voilà, je rends les clés et on est maître de son site bien. Et on n'est pas lié par un contrat. Donc, pour te joindre, on fait comment? On peut aller voir sur josiane.be, Josiane avec un Z, ou sur ma page Facebook, Josiane avec un Z. D'accord, ok. Il y a une raison? Ah, Josiane, oui, parce que j'ai croisé beaucoup de Josiane dans ma vie. Il y a une petite private joke avec moi. Allez, génial, ok, super. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès. On va aller retrouver Alain, j'imagine qu'il a terminé. Bon, ben voilà les amis, une fois de plus, vous avez relevé le défi de remettre à neuf ces vieilles selles qui sont reparties pour un tour de manège, espérons aussi long que le premier. Vous qui travaillez dans le fond de vos ateliers, n'hésitez pas à faire appel à des artisans de qualité comme Alain et Valérie par exemple, ou Michael au niveau de la carrosserie comme vous l'avez vu tout à l'heure, parce que ça a été très vite, mais ça réclame un certain savoir-faire. Et ça réclame des années et des années d'expérience pour arriver à un tel résultat, surtout en aussi peu de temps. Mes amis, merci de m'avoir reçu une fois de plus dans votre nouvel atelier. Ça faisait plaisir de se revoir, ça faisait un petit moment avec les circonstances, le confinement, tout ça, on ne s'était plus beaucoup vu. Et je vois que c'est toujours avec autant de passion que vous faites votre métier, que vous avez des nouveaux projets et que vous travaillez dans un cadre formidable avec une vue fantastique. Donc merci de m'avoir reçu. On se reverra, j'imagine, très bientôt. On vous souhaite plein de bonheur. Moi, je ne vois que ça à dire. Merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Quant à nous, évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Carter et Piston. D'ici là, il y aura eu le premier voyage au Maroc, dont vous aurez évidemment un petit compte-rendu, ainsi qu'évidemment de nouvelles surprises. Merci de continuer à liker, merci de continuer à commenter et surtout vous abonner sur YouTube et Facebook. On se retrouve dans un mois et d'ici là, gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. À l'Universel. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock.